Samedi 6 août 2011, les policiers d'Annemasse sont prévenus par un appel anonyme qu'un homme blessé gît sur la chaussée. Je m'aperçois, au bout de quelques massages, que sous l'œil gauche, sur la pommette, ici, il y a un filet de sang à chaque fois que j'appuie sur son torse. Et là, j'ai l'impression que cette personne a pris une balle. La victime s'appelle Grégory Mercier. C'est un jeune homme de 34 ans, apparemment sans histoire. Quand on voit on a un fils comme ça et puis on vous apprend brutalement qu'on l'a assassiné, quoi. Puis on se pose la question suivante, et pourquoi lui? Le meurtre est extrêmement violent. On a mis le canon de l'arme dans la bouche de la personne, donc une véritable volonté de tuer et de le faire de façon très spectaculaire. Pour tenter de résoudre cette affaire, les policiers vont suivre de nombreuses pistes. On ouvre un certain nombre de portes qui ont trait souvent à la victime, à sa personnalité et à son entourage. Grégory Mercier connaissait-il son tueur? Dans l'immense majorité des cas, dans les crimes, l'auteur et la victime se connaissent. Moi, j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un qui le connaissait. Les policiers s'intéressent à la vie amoureuse de la victime. Les enquêteurs vont se pencher sur la possibilité que ce soit un ancien compagnon ou un ancien amant. Et si Grégory Mercier avait eu la malchance de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment? Il est homosexuel, une espèce d'allumé homophobe s'en prend à lui, voilà. Bon, c'est une possibilité. Et si la profession du père de Grégory Mercier était à l'origine du meurtre? C'est peut-être lié à moi aussi, en définitive. Je suis policier. Est-ce que dans le passé, j'ai pas eu une altercation plus violente qu'une autre? L'absence de témoignages freine les investigations. Comment ça a pu être possible qu'il se soit passé cette chose abominable, quoi, et que personne n'ait rien vu, rien entendu? Mais une dénonciation anonyme va relancer l'enquête. Une dénonciation très sérieuse, parce qu'elle était très étayée. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de l'APJ de Versailles, et de Negar Haeri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Le 6 août 2011, à 23h30, la brigade anticriminalité d'Annemasse se transporte de toute urgence porter secours à une victime, gisante sur la chaussée. C'est un homme refusant de donner son identité qui a demandé l'intervention de la police. En disant, voilà, il y a un corps qui est allongé dans le chemin. Je pense, je ne sais pas s'il est vivant ou mort, voilà. Et il n'a pas communiqué son identité. 2 minutes plus tard, le même individu a téléphoné aux pompiers pour de nouveau réclamer l'envoi de secours. Ce jour-là, il pleut fort, c'est moi qui conduis l'ambulance. Et on part pour une personne inconsciente, sans plus de précision. Et quand on arrive, la police est sur les lieux, 2 policiers en civil qui nous font signe avec leur lumière pour nous guider, puisque c'est sur un petit chemin, hein, pas très loin d'une intersection. Il fait nuit noire dans cet endroit désert où il n'y a pas d'éclairage public. À la lumière des phares, les pompiers découvrent un homme allongé face contre terre près d'une voiture. Je lui parle, il ne me répond pas, et comme le veut donc à ce moment-là la procédure, je le retourne, je bascule sa tête pour écouter, voir, contrôler sa respiration. Je m'aperçois qu'il ne respire pas, qu'il n'a pas de pouls non plus. Donc j'alerte mon responsable pour commencer, comme le veut l'usage, la réanimation, le massage cardiaque. Mais la pluie incessante gêne les opérations. On a installé la bâche dans un premier temps, on l'a tenue nous-mêmes pour protéger la victime et nos collègues qui étaient en train de pratiquer un massage cardiaque. Dans un second temps, on a essayé de la faire tenir à l'aide de piquets. En effectuant le massage cardiaque, le pompier fait une terrible constatation. Je m'aperçois, au bout de quelques massages, que sous l'œil gauche, sur la pommette, ici, il y a un filet de sang à chaque fois que j'appuie sur son torse, hein, pour réaliser ce massage, qu'il y a un filet de sang qui court. Et là, je comprends assez rapidement, je préviens mon chef, je dis, j'ai l'impression que cette personne a pris une balle, quoi, hein, voilà. Les tentatives de réanimation restent vaines.
Le décès de la victime est déclaré. Aucune arme n'étant visible près du corps, la thèse du suicide semble bien improbable. C'est le temps, à ce moment-là, de la médecine légale, puisque là, tout porte à croire que la personne a été victime d'un homicide. Il n'y a plus aucun doute sur la nature criminelle du décès. Les hommes de la BAC préviennent la police judiciaire d'Annemasse. Un rapide examen du corps permet de déterminer que la victime a reçu une balle en plein visage. Le jeune homme a également été violemment frappé. Le visage est tuméfié, il y a des ecchymoses et des hématomes importants, des lésions dites contuses, c'est-à-dire à la fois du choc et une partie d'abrasion. Donc il y a eu des coups sur la personne de son vivant. Alors que commence l'exploitation de la scène de crime, le Centre des pompiers de Haute-Savoie reçoit un nouvel appel anonyme à 0h17. Cette fois-ci, le correspondant s'enquiert de savoir si la victime a bien été secourue. Les policiers n'ont pas retrouvé de papier d'identité sur la victime, mais grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule, ils identifient le propriétaire de la voiture. Il s'agit de Grégory Mercier, un jeune homme de 34 ans résidant à Annemasse. Devant la gravité des faits, les enquêteurs de la police judiciaire d'Annecy sont envoyés en renfort sur les lieux. Quand les services de police sont arrivés, la pluie a cessé, mais il a beaucoup plu avant. Donc ça peut diluer éventuellement les flaques de sang, les traces de sang qui peuvent être présentes. Ça peut modifier un petit peu les premières constatations qui peuvent être faites. Et ça rend effectivement un peu difficile le temps qu'on amène de l'éclairage suffisant, ce qui va être fait rapidement. Sous les projecteurs, les enquêteurs commencent à exploiter la scène de crime. Le corps a été découvert sur la commune d'Étrembières, située à 1 km d'Annemasse, sur une petite route bordant l'autoroute, mais loin de toute habitation. La frontière suisse est à peine à 200 mètres à vol d'oiseau. Alors ils retrouvent une voiture fermée, donc le corps n'est pas à l'intérieur de l'habitacle de la voiture, il est à côté. La voiture va être au centre des premières investigations. Une douille sur le tapis de sol, côté passager, est découverte. C'est un indice précieux qui va livrer des informations sur l'arme utilisée. On détermine le type d'arme en fonction des munitions ou des éléments de munitions retrouvés. En l'occurrence, on retrouve à l'intérieur de la voiture une douille. Donc une douille, c'est cette partie-là, c'est la partie qui contient la poudre, à l'extrémité de laquelle est sertie la balle. Donc là, les experts déterminent qu'il s'agit d'un pistolet 7,65. Autrement dit, une arme de petit calibre. Alors l'emplacement de la douille à l'intérieur du véhicule permet de déterminer qu'au moment du coup de feu, l'arme était à l'intérieur de l'habitacle. Sinon, la douille aurait été éjectée à l'extérieur de la voiture. C'est aussi la preuve que la victime était dans la voiture au moment du tir. Il se trouve qu'il y a aussi des traces de sang sur les sièges avant et notamment sur le siège conducteur. Sur le siège avant, les policiers découvrent un pull taché de sang. Il y a aussi un paquet de cigarettes et un mégot dans le cendrier. Dans le coffre, ils ne trouvent rien qui pourrait aider l'enquête. Des prélèvements ADN sont effectués. Ils sont envoyés en analyse. En revanche, aucune empreinte digitale ne peut être relevée. Le pull est mis sous scellé dans une enveloppe Kraft. La douille est immédiatement envoyée au laboratoire pour préciser le modèle exact de l'arme du crime. Les enquêteurs prélèvent une empreinte de l'index gauche de la victime et la transmettent immédiatement pour comparaison au fichier automatisé des empreintes digitales. Ils décident ensuite de transporter le corps à la morgue d'Annemasse. Mais il faut d'abord préserver les mains de la victime. La protection des traces et indices qu'on va faire sur les mains, elle est très classique. C'est de mettre les mains dans des sacs Kraft, d'entourer les poignets et les sacs et de transporter le corps vers la salle d'autopsie, vers la chambre mortuaire où
tranquillement, on pourra faire ces prélèvements avec une bonne lumière, en dehors évidemment des conditions climatiques, en dehors de la pluie, avec un bon éclairage, etc. À 4h45 du matin, il se remet à pleuvoir. Les enquêteurs décident de transporter dans un garage le véhicule retrouvé près du corps. Très vite, la décision va être prise de le fermer et de le faire déplacer puisque les constatations ne sont pas pratiques sur le lieu de découverte même et on va préférer le mettre dans un endroit au sec et à l'abri pour pouvoir le fouiller et faire les prélèvements qui vont s'avérer nécessaires. C'est alors que les hommes de la police judiciaire d'Annecy apprennent que les coups de fil anonymes qui ont alerté les secours ont été passés depuis 2 cabines téléphoniques publiques. C'est 3 appels anonymes qui sont passés, 2 depuis une cabine téléphonique qui se situe à Gaillard, qui est une commune vraiment voisine d'Étrembières où se sont déroulés les faits, et puis un 3e appel qui est lui passé depuis une cabine téléphonique à Ambilly. Commune située à 3 km de la scène de crime. Des experts de la police technique et scientifique sont envoyés sur les lieux. Les enquêteurs vont faire des prélèvements sur le combiné ainsi que sur les touches 1, 7 et 8 puisque la personne qui a passé les appels anonymes a téléphoné à la police, donc au 17, et aux pompiers, donc au 18. Et donc, ils vont procéder à tous ces prélèvements pour tenter de retrouver des traces ADN dans ces cabines téléphoniques. Des investigations ont été menées sur le plan technique pour savoir qui avait pu passer ces appels. Et malheureusement, les investigations qui ont pu être menées, pour le moment, n'ont pas permis d'identifier l'auteur de ces appels téléphoniques. Le lendemain du meurtre, les policiers retournent sur la scène de crime. Ils fouillent les lieux, mais aucun nouvel élément n'est découvert. Jean-Marc, le comportement de l'homme qui a passé les 3 appels téléphoniques est assez intrigant. Non seulement il prend la peine d'alerter les policiers puis les pompiers, mais en plus, lors de son dernier coup de téléphone, il cherche à savoir si la victime a bien été prise en charge par les services de secours, et tout ça en restant anonyme. Est-ce que vous pensez que cet homme a quelque chose à voir avec le meurtre ? Il y a 2 possibilités. Soit cet homme a été témoin de l'homicide, soit il est lui-même l'auteur de cet homicide. Il arrive dans certaines affaires que le meurtrier lui-même appelle les secours après avoir accompli son geste fatal. Mais là, dans notre affaire, il me paraîtrait très étonnant que le tueur s'enquiert de la santé de sa victime après lui avoir tiré une balle dans la tête. Non, je pense que l'homme qui a passé ces coups de fil est plutôt un témoin des faits, et même peut-être un témoin direct des faits. Selon vous, pourquoi cet homme n'a pas voulu être identifié ? Il y a plusieurs possibilités. Soit il a peur des représailles, soit il n'a pas envie que sa présence dans ce lieu soit connue, soit révélée, soit encore, il a des antécédents judiciaires et il craint que la police et la justice ne cherchent à l'impliquer dans cet homicide. En tout état de cause, cet homme possède des informations extrêmement importantes et il est tout à fait dommageable qu'on n'ait pas réussi à l'identifier. On l'a vu, pour les policiers, la scène de crime est très difficile à exploiter. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, il fait nuit noire, il pleut beaucoup, la récolte d'indices est délicate. On sent bien que ce début d'affaire est compliqué. Oui, c'est une des configurations les pires. Une scène de crime à l'extérieur, c'est toujours complexe, c'est difficile de délimiter le périmètre à protéger. Et là, s'y ajoute le fait qu'il fait nuit, qu'il n'y a pas d'éclairage et qu'il pleut. Il faut donc aller vite. En général, les constatations, ça peut durer des heures et des heures pour se terminer par celle effectuée sur le corps de la victime. Dans notre affaire, le corps est très vite transporté à la morgue pour le mettre à l'abri. Avant de le déplacer, les mains de la victime sont protégées par des enveloppes en papier. Jean-Marc, pourquoi cette précaution ? Dans certaines affaires, on peut trouver sur les mains de la victime un certain nombre d'éléments, notamment de l'ADN,
permettant d'identifier l'auteur des faits. C'est pour ça qu'il faut protéger les mains jusqu'au début de l'autopsie afin que le médecin légiste puisse procéder à certains prélèvements, notamment sous les ongles de la victime. Les premières constatations laissent penser que la victime a reçu une balle en pleine tête alors qu'elle était assise côté conducteur du véhicule. On sait également qu'elle a été frappée à plusieurs reprises au visage. C'est un crime d'une rare violence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce mode opératoire ? Ça a les apparences d'un règlement de compte. Mais pour pouvoir infirmer ou confirmer cette hypothèse, il va falloir s'intéresser à la victime, à son mode de vie, à ses habitudes, à ses relations, à son entourage. Bref, à ce moment de l'enquête, il faut se méfier des apparences, comme d'habitude. Dès le lendemain de la découverte du corps, les policiers se lancent à la recherche d'indices dans la voiture retrouvée sur la scène de crime. Ils veulent en savoir davantage sur le déroulement des faits. Le véhicule de la victime est passé au crible de la police technique et scientifique. La carrosserie de la voiture est intacte. Le crime n'a donc pas eu lieu à la suite d'un accrochage avec un autre véhicule. À l'intérieur de l'habitacle, il n'y a aucune trace de lutte. Les clés sont sur le contact. Mais alors que les experts s'apprêtent à commencer leur travail d'investigation dans le véhicule, une information essentielle parvient aux policiers. Grâce au fichier automatisé des empreintes digitales, ils apprennent l'identité de la victime. Il s'agit bien de Grégory Mercier, le propriétaire de la Renault 5. Âgé de 34 ans, ce jeune homme est domicilié à Annemasse. 2 enquêteurs sont immédiatement chargés de prévenir la famille. Ils se rendent à l'adresse de la victime. C'est sa mère qui leur ouvre la porte. Elle apprend alors la mort tragique de son fils et prévient immédiatement la petite sœur de Grégory. C'est ma mère qui m'a appelée. J'étais chez moi en train de préparer à manger pour ma fille qui avait 7 mois. Et qui m'a dit, je chantais sa voix tremblante au téléphone, elle me dit Grégory est mort. Effondrée, Delphine Mercier se précipite chez sa maman. Sur le coup, je ne savais pas ce qui s'était passé, donc il a fallu que j'arrive chez ma mère pour le savoir. Là, je vois la police qui était encore là. On me dit que mon frère a été assassiné. Ok. Je dis, on peut le voir. Non, il est parti se faire autopsie à Grenoble. D'accord. Ok. C'est tellement choquant que j'ai même pas réussi à pleurer ce jour-là. J'étais bloquée. La sœur de Grégory a ensuite la lourde tâche de prévenir son père qui vit en Bretagne depuis qu'il est séparé de sa femme. Je reçois un appel téléphonique de ma fille qui me dit que mon fils était décédé, quoi. C'était vraiment un choc interne. Puis après, je me suis dit au fond de moi, il faut maintenant, il faut se relever là, il faut y aller, il faut savoir vraiment ce qui s'est passé. La famille de Grégory Mercier prévient les amis du jeune homme. Ouais, moi je me suis effondrée. Moi j'y croyais pas et je voulais pas y croire. Et surtout une telle violence, c'était... le monde s'est arrêté de tourner ce jour-là et... Alors que la nouvelle de la mort de Grégory Mercier se répand, les policiers poursuivent leurs investigations dans le véhicule de la victime. Ils découvrent sur le haut du siège avant passager une ogive écrasée. Derrière, 2 fragments métalliques sont prélevés. Tout laisse à penser que c'est la balle que la victime a reçue dans sa pommette gauche. On imagine bien que cette balle, rentrant par la pommette, sortant par l'arrière, se prolonge. Et si c'est dans le véhicule, on va la retrouver soit dans l'appui-tête, si le tir est haut, soit dans le dossier du véhicule, si le tir est bas. L'expert en balistique peut maintenant déterminer la position probable du tueur au moment du coup de feu. Par rapport à la victime, qui était donc a priori en position assise dans le véhicule, le tir a été effectué pratiquement à l'horizontale, légèrement de haut en bas, ce qui correspond tout à fait à un tireur debout à l'extérieur de la voiture,
qui, entre le canon de l'arme, au minimum le canon de l'arme, à l'intérieur de l'habitacle, et qui tire sur la victime assise. Donc ça correspond tout à fait à un tir légèrement de haut en bas et effectivement de gauche à droite. Seule l'autopsie du corps permettra d'infirmer ou de confirmer ces premières déductions. Les housses des sièges sont mises sous scellé. Un paquet de cigarettes et un mégot également. Aucun autre indice n'est découvert. Le travail d'exploitation de la scène de crime est terminé et l'identité de la victime est maintenant connue. L'enquête de personnalité va pouvoir commencer. La première chose à faire est de comprendre au plus vite qui était ce jeune homme. Pour les proches de Grégory Mercier, le meurtre est incompréhensible. C'est un effondrement, quoi. Quand on voit qu'on a un fils comme ça et puis on vous apprend brutalement qu'on l'a assassiné, quoi. Puis on se pose la question suivante, et pourquoi lui, quoi? Lui qui qui portait la joie de vivre, qui était si gentil, si agréable, toujours à rendre service, je ne comprenais pas, quoi. C'était vraiment un choc. Les policiers veulent savoir pourquoi les empreintes de Grégory Mercier étaient inscrites au fichier automatisé des empreintes digitales. Il est effectivement fiché dans un fichier de police judiciaire parce qu'à un moment, il a été mis en cause dans le cadre d'une procédure judiciaire. Grégory Mercier avait été impliqué dans une affaire parce que accusé par son ancien employeur donc de faits délictueux et que du coup il était connu des services de police, c'est un bien grand mot, mais il avait été fiché dans le cadre de cette affaire-là. Accablé par le meurtre de Grégory, la famille Mercier doit en plus faire face à une série d'articles de presse qui dressent un portrait peu flatteur du jeune homme. Après son assassinat, tous les jours, il y avait un article dans la presse sur l'assassinat. Ils sont revenus sur son casier judiciaire qui n'était pas vierge, ce qui est totalement faux. Oui, ils sont revenus sur l'affaire où voilà, il travaillait à Géant Casino. Il a été accusé de vol de caisse. Ça a été prouvé que ce n'était pas lui. Donc du coup, il n'avait pas de casier. Quand on voit ça, on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là? Enfin, on voit pas le rapport. Il est victime et là on vient salir sa mémoire. En quelque sorte, c'était un délinquant et ce que lui est arrivé, il le méritait, quoi. Et ça, je ne l'ai pas supporté. Le père de Grégory Mercier, ancien policier de la BAC d'Annemasse, veut rétablir la vérité. Grégory a été indemnisé, il a touché à environ 9 600 € à l'époque pour justement être dédommagé des faits qu'il n'avait pas commis. Voilà. C'est un garçon, un jeune homme, sans histoire. Je sais qu'au moment où l'affaire a été reprise dans les médias, où on a pu, de manière tout à fait maladroite et inappropriée, indiquer qu'il avait des antécédents judiciaires, c'est faux. C'est quelqu'un qui n'a aucun antécédent judiciaire, aucune mention sur son casier judiciaire. Les enquêteurs cherchent à brosser le portrait de la victime. Né à Lorient en 1977, Grégory Mercier est célibataire et vit chez sa mère à Annemasse. Cela fait 3 ans qu'il est employé au rayon livres et papeterie d'un magasin du centre-ville. C'est un garçon, depuis tout petit, sans problème, sans jamais rien. On n'a jamais eu à élever la voix réellement, sans... C'était un enfant calme, c'était un gentil, souriant, crédule trop souvent évidemment parce que il croyait un petit peu tout ce qu'on lui disait. Jovial, toujours serviable. Il avait la gentillesse, c'était quelqu'un qui était très... Son sourire, il souriait tout le temps. Il était vraiment gentil, quoi. C'était quelqu'un de très agréable. Il aimait beaucoup discuter.
plein de sujets, il était agréable. Proche des siens, Grégory Mercier restait pourtant très discret sur sa vie intime. Je suis une des premières personnes à qui il a vraiment avoué son homosexualité. Tout le monde s'en doutait, en fait. Mais il me l'a avoué, moi, j'ai fait une fête pour mes 18 ans et il me l'a dit, écoute, je suis homosexuel. Je lui ai dit, écoute, moi ça change rien, t'es mon frère, donc je m'en fiche, quoi. Enfin, oui, c'est bien, pas de souci. Et c'est en venant en vacances en 2006, où là, en allant à la plage, il me dit, sur la serviette, il me dit, tu sais pas quoi, j'ai quelque chose à te confier, c'est assez lourd. Je lui dis, ben c'est quoi? Il dit, je suis homosexuel. Je lui dis, mon fils, je le savais depuis déjà un certain temps. Et puis, je lui ai dit, c'est ta vie, quoi. Je n'ai rien à te reprocher. T'es mon garçon. Je vois pourquoi je te reprocherais ça. C'est ta vie, tu l'as choisie. On a eu l'occasion de rencontrer son compagnon de l'époque, qui est venu à la maison. On a passé un Noël ensemble. Grégory Mercier était revenu vivre chez sa mère après avoir rompu avec son compagnon. Depuis, le jeune homme était à la recherche d'un nouvel amour. Il envisageait de tout recommencer ailleurs, en Bretagne, près de son père, dans une région qu'il adorait. Grégory aimait particulièrement la culture celtique. Je pense que ça lui rappelait son enfance qui a été heureuse. Il aimait cette culture, ce côté sauvage aussi qu'il y a là-bas, le côté libre. La liberté, pas le côté m'as-tu vu, la Bretagne. Je pense que ça lui ressemblait bien. Les policiers poursuivent leur enquête sur la vie de Grégory Mercier. Et en interrogeant ses proches, ils apprennent que le jeune homme était séropositif. Sa séropositivité, c'est à moi qui l'a annoncé, en tout cas de la famille, c'est à moi qui l'a annoncé en premier. Je trouve que c'était une personne justement qui avait cette force quand même de pouvoir être joyeuse malgré des problèmes qui ne sont pas des moindres. Au moment de sa mort, Grégory avait de nombreux projets, notamment celui de réaliser un de ses plus grands rêves. Grégory et moi, effectivement, on avait une passion commune qui était le Brésil. Alors lui, parce que il avait appris le portugais au collège et lycée et qu'il avait envie de découvrir ce pays. Et on s'était promis qu'on irait visiter ce beau pays que je connais déjà, mais j'avais à cœur, ça me tenait à cœur de vraiment lui faire visiter, lui faire découvrir ces endroits merveilleux. Et malheureusement, il n'est pas parti, non, malheureusement. L'enquête de personnalité ne permet pas d'expliquer le meurtre de la victime. C'était un garçon sans difficulté, décrit comme plutôt gentil, plutôt aimable par les gens qui le connaissaient, qui le rencontraient. Je pense plutôt bienveillant. Voilà, un jeune homme vraiment sans histoire, sans histoire. Négard, on a appris que Grégory Mercier avait été accusé de vol par son ancien employeur avant d'être totalement blanchi. Comment se fait-il que les empreintes digitales de ce jeune homme, au casier judiciaire pourtant vierge, étaient encore fichées ? Lorsqu'une personne est mise en cause dans une procédure judiciaire, elle doit en principe, dès le stade de la garde à vue, donner ses empreintes digitales afin qu'elles soient enregistrées au FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Aujourd'hui, les textes prévoient que les informations relatives à tous ceux qui sont finalement mis hors de cause soient effacées, mais à l'époque des faits, ces dispositions n'existaient pas encore. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les empreintes et les informations relatives à Grégory Mercier ont continué à figurer au FAED, alors même que le vol dont il était accusé n'avait pas été prouvé et qu'il avait été mis hors de cause. On a entendu les proches de Grégory Mercier se révolter contre les articles de presse disant que le jeune homme avait un passé judiciaire. Est-ce qu'ils pouvaient attaquer les journaux ayant publié cette fausse information ?
Je sais que Noël Mercier a déposé une plainte contre les journaux, mais que cette plainte n'a pas abouti. C'est la loi du 29 juillet 1881 qui définit les libertés et responsabilités de la presse française et qui donne un cadre légal aux publications. Et son article 34 punit d'une peine d'amende qui varie selon la nature des propos, l'auteur des diffamations ou injures commises à l'encontre de la mémoire des morts. Simplement, il y a une difficulté, c'est que, outre l'offense commise à la mémoire des morts, il faut que l'auteur des faits ait eu également l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers. Et si cette condition supplémentaire n'est pas rapportée, ce qui est souvent le cas, les héritiers devront se rabattre sur un droit de réponse qui est défini à l'article 13 de cette même loi, sans pouvoir obtenir une véritable condamnation et une peine d'amende. Après l'enquête de personnalité, les policiers vont maintenant chercher à retracer la dernière journée de Grégory Mercier. Ils découvrent que ce samedi 6 août 2011, comme toutes les semaines, le jeune homme a travaillé dans la librairie papeterie qui l'emploie depuis plusieurs années. Ils apprennent également qu'il est sorti du magasin à 19h, après une journée tout à fait normale, sans incident particulier. Ce soir-là, pour moi, il était comme d'habitude, souriant, enjoué. Il était en week-end, donc il était content. Et puis on allait se revoir le lundi, donc non, il était vraiment tout à fait comme d'habitude. Après son travail, Grégory Mercier rentrait directement chez sa mère, dans le petit appartement du 2e étage d'un immeuble de la cité du Perrier à Annemasse. Alors ma mère n'a rien vu de particulier chez Grégory, rien de stressant, enfin il n'a pas l'air stressé ou différent d'habitude. Grégory a dîné rapidement avec sa mère, puis a rejoint sa chambre en attendant de sortir retrouver son amie Julie. On avait convenu de se voir le samedi soir et moi je m'étais récemment mis en couple avec mon compagnon actuel et puis je voulais simplement le présenter à Greg. Et donc du coup on s'était donné rendez-vous donc, dans un bar-restaurant lounge à Annemasse. L'enquête révèle qu'en attendant de rejoindre Julie, Grégory a surfé sur des sites de rencontres. Vers 22h30, le jeune homme est parti pour sa soirée. Sa mère a confié à la sœur de Grégory qu'il portait comme d'habitude sa sacoche en bandoulière. Mais quand il est parti, ma mère, il a cette sacoche avec ses affaires dedans, tout ce qu'il avait habituellement, son téléphone, son portefeuille, ses tickets restaurants, tout ça, quoi. Grégory part en voiture rejoindre son ami dans le bar-restaurant. Il est prévu ensuite qu'ils aillent en boîte de nuit. Il est allé faire de l'essence pas très loin du lieu du crime, donc à Gaillard, à côté d'Intermarché. Ses relevés bancaires prouvent qu'il a payé cet achat de carburant à 22h42 à Gaillard, petite commune située tout près de la scène de crime. Mais à cette heure-là, il n'y a plus d'employés dans la station-service. En l'absence de témoins et de caméras de vidéosurveillance, il est donc impossible de dire si le jeune homme était encore seul. De son côté, Julie commence à s'étonner que Grégory ne soit pas encore arrivé dans le bar, où ils ont rendez-vous. Pour moi, c'était vraiment... Il avait été retardé par je ne sais quoi, mais voilà, c'était juste un retard et qu'il était en chemin de toute façon. Ouais. À 23h03, Julie reçoit enfin un message. J'ai reçu un SMS de Greg qui me disait où es-tu et que fait-on ? À 23h11, la jeune femme envoie à son tour un SMS. Je lui ai répondu nous on va bouger. On savait très bien que la boîte de nuit n'était pas à côté de chez lui, donc on a attendu. Et puis, rien. Julie sait qu'il n'est pas dans les habitudes de Grégory d'être en retard. Quand on devait se voir, il venait. Il venait et point barre, et à la limite, s'il y en avait un qui était à la bourre, c'était plutôt moi que lui. La jeune femme s'impatiente. Et à minuit 43, j'ai essayé de l'appeler 2 fois. Et là, en fait, je suis tombée sur une messagerie en allemand qui n'était pas du tout sa messagerie habituelle.
Je me suis dit, c'est bizarre, il doit être en Suisse. Enfin, dans les environs, généralement, quand on a un portable qui se met automatiquement sur une messagerie suisse, allemande, c'est que le téléphone a franchi la frontière ou est dans une zone très proche de la frontière. Donc je me suis dit, c'est étrange parce que on dirait que la position du téléphone s'est éloignée par rapport à notre lieu de rencontre. Lasse d'attendre, Julie est alors partie en boîte de nuit avec son compagnon. Puis on est parti parce que c'est vrai que ça faisait presque 1h30 qu'il devait arriver et on a trouvé ça bizarre. On n'a forcément pas pu penser au pire, mais ouais, on a utilisé le mot bizarre plusieurs fois. Ce n'est que le lendemain que Julie apprendra pourquoi Grégory n'est pas venu à leur rendez-vous. Sa mort, je l'apprends en fait le lendemain matin assez tôt par Delphine, sa sœur, qui a appelé chez mes parents, chez qui j'étais. Et voilà, puis elle m'a annoncé la nouvelle que Greg avait été retrouvé assassiné, a priori d'une balle dans la tête. Là, j'ai pas réalisé sur le coup. C'est vrai que je pense que toute personne qui apprend une telle nouvelle ne peut pas la croire en tout cas dans les premières minutes. Les enquêteurs vont alors étudier la téléphonie de Grégory Mercier. Ils veulent savoir à quel moment le jeune homme est arrivé sur la scène de crime. Et c'est le bornage de son téléphone portable qui va permettre de retracer ses derniers déplacements. À 23h03, heure à laquelle Grégory envoie un message à son amie Julie. Son téléphone borne sur les lieux où l'on va retrouver son corps. Quand son ami lui répond à 23h11, le portable de Grégory borne toujours au même endroit. On peut se demander, sachant qu'il avait rendez-vous avec sa meilleure amie, sachant qu'il est parti à 22h30 de chez lui, qu'est-ce qu'il est allé faire entre-temps? Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé sur ce chemin-là? Les policiers apprennent qu'à 23h33, alors que les secours ont déjà été prévenus de l'agression de Grégory Mercier, le téléphone du jeune homme borne à Archamps, petite commune située à 9 km de la scène de crime, tout près de la frontière suisse. Ils apprennent également que ce même téléphone a été utilisé jusqu'à 23h47. La personne qui l'avait en sa possession a surfé sur Internet, se connectant notamment à Google et à Facebook. Ensuite, le téléphone a été définitivement éteint. Près d'une heure plus tard, les appels de son amie Julie basculent sur une messagerie en langue allemande. On n'a pas de certitude technique sur ce que signifie cette messagerie. On peut penser que le téléphone ayant été emporté par l'assassin ou par un tiers, ce tiers se trouve à l'étranger et déclenche les opérateurs d'un pays tiers, notamment le plus proche, c'est la Suisse, éventuellement en zone allemande. Le téléphone portable de la victime n'a jamais été retrouvé, ni ses papiers d'identité, ses tickets restaurant et les clés de l'appartement de sa mère. Il gardait toujours ces objets sur lui, dans sa sacoche dont il ne se séparait jamais. Grégory Mercier envoie son dernier SMS à son amie Julie à 23h03. La géolocalisation de son téléphone portable prouve qu'il est alors sur les lieux du crime. Son téléphone borne ensuite à partir de 23h33 à 9 km de là, ici sur la commune d'Archamps, alors qu'on sait que le meurtre a déjà été commis à cette heure-là. Qu'est-ce que vous en déduisez, Jean-Marc? J'en déduis deux choses. La première, c'est qu'à 23h03,
Grégory ne se sentait pas menacé, il était libre de ses mouvements, puisqu'il envisage la suite de la soirée par SMS avec son amie Julie. La seconde chose que j'en déduis, c'est que ce meurtre a eu lieu dans un laps de temps très court, puisqu'à 23h33, ce téléphone se trouvait ici, à 9 km de la scène de crime. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur qui a pris le téléphone de Grégory Mercier ? En général, un meurtrier ne s'encombre pas des objets de la victime qui pourraient le mettre en cause, qui pourraient l'accuser, surtout d'un téléphone portable dont tout le monde sait qu'il est facilement localisable, facilement identifiable. Mais dans notre affaire, je pense que c'est bien le tueur qui s'est accaparé le téléphone, non pas pour se l'approprier, mais pour faire des recherches, pour vérifier que ce téléphone ne contenait rien qui puisse l'incriminer, qui puisse l'identifier. C'est la raison pour laquelle il a fait des recherches sur Facebook. Et j'en tire la conclusion suivante, c'est qu'il y a un lien entre l'auteur et sa victime. Est-ce que pour vous, ça signifie que Grégory Mercier avait rendez-vous avec son tueur ce soir-là ? Ça, j'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'arrive pas par hasard sur cette petite route qui est écartée des habitations, mais qui n'est pas déserte. Je vous rappelle, ce soir-là, sur cette route, il y avait au moins 3 personnes. Grégory Mercier, son tueur, et ce témoin qui a appelé les secours à 23h30. Les investigations devront établir pourquoi Grégory Mercier s'est rendu sur cette petite route à Étrembières plutôt que de rejoindre son ami. En attendant, les enquêteurs espèrent maintenant que l'expertise médico-légale va leur permettre de mieux comprendre les circonstances du meurtre. Le 7 août 2011, un scanner du corps de Grégory Mercier est réalisé à l'Institut médico-légal du centre hospitalier de l'Université de Grenoble. On va donc passer avant l'autopsie le corps dans une housse fermée, absolument close, hermétique, dans un scanner. Et on va pouvoir donc avoir ces images complètes du corps et les reconstituer ensuite sous forme d'imagerie tridimensionnelle, donner donc des éléments, et ça a tout son intérêt dans la balistique. Le lendemain matin à 9h, le corps entre en salle d'autopsie. À l'aide de tamponnoirs, des prélèvements sont effectués sur les mains de la victime. Alors, on ne retrouve aucun résidu de poudre sur les mains de la victime, ce qui signifie d'abord que c'est certainement pas lui qui a tiré, bien entendu, et que, de plus, il n'y a pas eu de geste de défense. Le médecin légiste débute ensuite son expertise par l'examen externe du corps et découvre sur la peau de la victime des excoriations. Les excoriations, c'est la peau qui a été râpée, frottée. Et donc là, on a l'idée que le corps a pu être traîné sur une surface rugueuse, donc extrait du véhicule et tiré quelques mètres plus loin. Constatant la présence d'un hématome très important sur la droite du crâne, le légiste conclut que Grégory Mercier a été frappé avec un objet contondant, type batte de baseball. À l'évidence, les lésions que présente le corps traduisent des coups qui ont été portés, la personne étant encore vivante, ce qui ne veut pas dire qu'elle était totalement consciente. Le médecin poursuit son examen. Il s'intéresse à l'orifice d'entrée de la balle sur la pommette gauche de la victime. Alors ce tir a occasionné des lésions importantes, donc il y avait presque une mort cérébrale, ou en tout cas une phase agonique importante. Les constatations médico-légales permettent d'ébaucher le scénario du crime. Le tueur aurait tiré sur sa victime avant de la sortir de sa voiture pour la rouer de coups. Il faut imaginer que la personne est déjà dans un coma, donc il y a heureusement plus de souffrance lorsque les coups vont arriver, en tout cas aucune conscience de ce qui lui arrive. Grégory Mercier est inhumé 7 jours après son meurtre, le 13 août 2011. Mais 2 mois plus tard, coup de théâtre, le juge d'instruction ordonne l'exhumation du corps. Le magistrat vient en effet d'apprendre qu'une panne informatique a empêché le légiste de lire les scanners réalisés au moment de l'autopsie.
Et il semblerait qu'un projectile a échappé à la vigilance du médecin. Un nouvel examen médico-légal s'impose, car il faut impérativement extraire ce projectile du corps de la victime. C'est une nécessité violente, certes, pour les familles et pour les proches, mais absolument nécessaire. C'est impossible de se passer d'une telle preuve, d'un projectile restant encore dans le corps, et qu'on laisserait sans l'exploiter. Et c'est là qu'on a été convoqué pour une exhumation, c'est-à-dire un deuxième enterrement. Donc si on a besoin de ça, quoi. C'était une deuxième épreuve, c'était une deuxième douleur. C'est l'incompréhension. Se dire, mais qu'est-ce qu'on nous demande là? On nous demande de ressasser, de revivre un deuxième enterrement. Ça a été l'incompréhension. Révolté par cette nouvelle épreuve qu'on leur impose, Noël Mercier décide de prendre des photos. Comme on tenait à informer les gens, les amis de Grégory, on voulait leur montrer ce que les institutions françaises étaient capables de faire aux victimes. Et pour nous, ça a été très choquant. Négard, on vient d'entendre la colère de Noël Mercier lorsqu'il a appris que le corps de son fils allait être exhumé. Est-ce que la famille aurait pu s'opposer à cette exhumation? Non, Arnaud. La raison pour laquelle on a exhumé le corps de Grégory Mercier, c'est pour l'autopsier et tenter d'élucider les circonstances de sa mort. C'est un acte d'instruction que le juge d'instruction a ordonné pour la manifestation de la vérité. Alors personne, ni même la famille, ne pouvait s'y opposer. Le père de Grégory Mercier a assisté à l'exhumation. Est-ce que sa présence était obligatoire? Non. Et en réalité, il n'y a pas de réglementation sur ce point. La question qu'il faut se poser, c'est de se demander si la présence de la partie civile pendant un acte d'instruction risque d'apporter quelque chose à la manifestation de la vérité. Si oui, comme ça peut être le cas pour les confrontations ou les reconstitutions, alors sa présence est obligatoire, sinon elle ne l'est pas. Ici, la présence de Noël Mercier lors de l'exhumation du corps de son fils, dont l'objet est l'autopsie à venir, n'avait pas d'incidence sur l'enquête. Sa présence n'était donc pas obligatoire. Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat. Comme on l'a vu, c'est un meurtre particulièrement violent. Devant la gravité des faits, est-ce que le procureur aurait pu ouvrir une information judiciaire non pas pour simple assassinat, mais pour assassinat aggravé? D'un point de vue juridique, l'intérêt de préciser une circonstance aggravante, c'est d'avoir une idée sur la peine qui sera finalement encourue. On sait qu'une circonstance aggravante aggrave la peine initiale. Pour l'assassinat, comme on encourt déjà le maximum prévu par la loi, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, on ne précise plus les circonstances qui ont pu par ailleurs aggraver encore plus le crime. Mais attention, il faut distinguer l'aspect juridique de l'aspect pratique, parce que les circonstances terribles dans lesquelles un assassinat est commis seront évidemment prises en considération par la cour d'assises lorsqu'elle devra déterminer le quantum de la peine, c'est-à-dire le nombre d'années de prison effectivement prononcées. Après l'exhumation du corps de Grégory Mercier, la seconde autopsie va avoir lieu. Guidée cette fois-ci par l'imagerie scanner, le médecin légiste va extraire un nouveau projectile de la deuxième vertèbre cervicale de la victime. Il est maintenant établi que Grégory Mercier a été tué non pas d'une balle, mais de deux. Il y a une volonté tout à fait de nuire et d'être spectaculaire dans la mort, parce que le second tir, dont l'orifice le plus probable est un orifice intrabuccal, l'orifice d'entrée, veut dire qu'on a 1000 canons de larmes dans la bouche de la personne. Cette dernière information est glaçante. Grégory a été victime d'une froide exécution. Peut-être lorsqu'il était agonisant, allongé près de sa voiture. Les experts en balistique doivent maintenant déterminer quel est le modèle exact de l'arme du crime. Et en analysant les rayures des projectiles, ils concluent que c'est un pistolet semi-automatique Browning 1910-22. Pour quelqu'un qui connaît le fonctionnement d'un pistolet automatique, c'est quelque chose de simple, puisque
Les seules manipulations à faire à partir du moment où le chargeur est approvisionné, c'est de armer la culasse, donc de tirer la culasse vers l'arrière pour pouvoir armer le mécanisme. Et ensuite, appuyer sur la détente pour déclencher le tir. Donc c'est une arme tout à fait facile à utiliser pour quelqu'un qui connaît un petit peu les armes. C'est pas une arme très compliquée à utiliser, à mettre en œuvre. Cette arme, d'origine belge, utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, a équipé ensuite la police et la gendarmerie française entre 1945 et 1970. Beaucoup de policiers partaient à la retraite en emmenant leurs armes, donc le nombre d'armes de ce type en circulation est assez important. Par conséquent, on en retrouve effectivement dans les affaires criminelles encore aujourd'hui. Jean-Marc, on vient d'entendre l'expert en balistique dire que s'il y a beaucoup de pistolets Browning 1910-22 en circulation, c'est notamment parce que les policiers et les gendarmes gardaient souvent leurs armes de service quand ils partaient à la retraite. Cette explication peut paraître assez étonnante. Oui, c'est vrai, on était beaucoup moins rigoureux à l'époque qu'aujourd'hui. Un certain nombre de policiers ou de gendarmes déclaraient au moment de partir à la retraite la perte, le vol ou la disparition de leur arme de service. C'est vrai, on reste très attaché à cet objet hautement symbolique qu'on a eu sur soi pendant 40 ans. C'est difficile de s'en séparer. Mais le problème, c'est qu'à la mort de son détenteur, on ne savait pas très bien ce que devenait cette arme. Et parfois, elle finissait dans une bourse aux armes par être achetée par un collectionneur ou par un pseudo-collectionneur. Puis je voudrais ajouter que cette arme a été fabriquée en de très nombreux exemplaires, plusieurs dizaines de milliers, et qu'elle n'était pas destinée qu'aux forces de l'ordre. On sait maintenant que Grégory Mercier a reçu 2 balles, une dans la pommette gauche à bout portant et une autre à l'intérieur de la bouche. Grégory Mercier a également été très violemment battu à l'aide d'un objet contondant type batte de baseball. Est-ce qu'au cours de votre carrière, Jean-Marc, vous avez déjà travaillé sur un meurtre au mode opératoire aussi sauvage? Oh, j'ai déjà vu des gens avoir été battus, torturés, puis achevés. Mais des gens à qui on tire une balle dans la tête, qu'on frappe avec un objet contondant type batte de baseball pour finir par l'achever par une balle dans la bouche, ça, j'ai jamais vu. J'avoue que c'est une première. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce mode opératoire? Pour une raison qu'on ignore, ça dénote une haine très forte de l'auteur envers sa victime. Est-ce que cette haine est due à quelque chose que la victime aurait dû faire ou ne pas faire? Est-ce que cette haine est due à quelque chose que la victime a entendu ou constaté? Est-ce que cette haine est due à la simple personnalité de la victime? Ça, l'enquête va devoir l'établir, car ça oriente sur des pistes très différentes. On a également appris que Grégory Mercier n'avait pas de traces de poudre sur les mains, ce qui signifie qu'il n'a pas eu le réflexe de se protéger et que l'agression a donc été extrêmement soudaine. Soudaine et imprévisible aussi, ça semble établir qu'il n'y a pas eu d'altercation verbale ou physique avant ce premier coup de feu. Quelles que soient les raisons pour lesquelles Grégory Mercier était à cet endroit, il ne se méfiait pas, il se sentait en sécurité, il n'était pas venu là pour régler un quelconque conflit. Les policiers savent maintenant que le tueur était particulièrement déterminé. Ils décident alors de retourner sur les lieux du crime. Que faisait Grégory Mercier sur la petite route d'Étrembières le soir du meurtre? Avait-il rendez-vous? Qui fréquente ce lieu? Les enquêteurs vont tout mettre en œuvre pour répondre au plus vite à ces questions. Cet endroit est appelé la zone, car c'est un no man's land coincé entre une rivière, une carrière et une autoroute. Les enquêteurs apprennent que c'est un lieu de drague fréquenté par de nombreux hommes de la région. C'était un endroit de rencontre, c'était entre homosexuels, mais aussi il y avait des hétéros qui venaient, il y avait des gens mariés aussi qui venaient rencontrer des homosexuels. Ce sont des endroits où effectivement on sait que les relations sont furtives. Des endroits fréquentés par des personnes préférant rester anonymes. C'est beaucoup des personnes qui viennent, qui passent en voiture, qui regardent s'il y a du monde, qui refont un tour et qui passent 3, 4, 5 fois.
De temps en temps, elles s'arrêtent, donc elles descendent de la voiture, elles hésitent, ils cherchent le contact comme ça, quoi. La famille de Grégory ignorait totalement que le jeune homme fréquentait ce lieu. On ne nous en parlait pas du tout, mais pas du tout. On savait qu'il fréquentait les sites de rencontres homosexuelles, comme même les hétéros le font. Qu'il allait dans les saunas, pareil, c'est des lieux un peu plus surveillés, moins glauques. Mais moi, personnellement, je ne savais pas du tout qu'il fréquentait ce genre d'endroit, quoi. Je dis, pourquoi aller dans ces lieux, quoi? Pourquoi aller rejoindre dans des lieux aussi sensibles aux agressions, aussi sensibles à l'insécurité? Est-il possible que Grégory ait été tué alors qu'il cherchait à faire une rencontre? Je pense pas qu'il se rendait compte du danger que ça pouvait occasionner. Enfin, de là à se faire assassiner, peut-être se faire casser la figure, ça c'est pas trop grave. Mais de là à se faire assassiner, je pense pas qu'il a réalisé ça. Il est homosexuel, une espèce d'allumé homophobe s'en prend à lui, voilà. Bon, c'est une possibilité. Il y a eu une époque où il y avait des jeunes Delmas qui traînaient, qui disaient « Tiens, allez, on va casser du PD ». Ça, j'en ai vu. Qu'est-ce qui peut motiver un meurtre à caractère homophobe? Être homophobe, c'est avoir une haine de l'homosexualité. C'est extrêmement simple. Le ressort psychologique de cette haine, c'est le refus de la partie féminine qu'un homme a en soi ou de la partie masculine qu'une femme aurait en elle. Dans ce cas-là, quel est le mobile du tueur? Eh bien, il tue parce qu'il supprime l'objet de son désir et de façon sauvage parce que ça le met dans un état de colère terrible, mais contre lui plus que contre la personne, contre son désir à lui, ce désir qu'il réprouve. Les enquêteurs découvrent que les hommes qui fréquentent le lieu de rencontre craignent tout particulièrement les clients d'un club de paintball situé juste à côté. Les gens du paintball, il y a eu une période où ils étaient assez virulents avec nous, où ils passaient assez vite et assez violemment sur les voies, le long de la route où on était garés, qui des fois même nous fonçaient dessus, des coups de frein, après ils repartaient. Et il y en a même qui passaient avec des pistolets à billes et qui nous tiraient dessus. Et le soir du meurtre, il y avait au paintball une fête d'anniversaire réunissant une vingtaine d'invités. Ils étaient surtout à l'intérieur en plus. Enfin voilà, personne n'a rien vu, rien entendu. Alors certes, il devait y avoir certainement de la musique, mais quand même, je pense qu'un coup de feu, c'est pas anodin, ça s'entend. Les policiers entendent chacun des convives, mais n'obtiennent aucune information. Comment ça a pu être possible qu'il se soit passé cette chose abominable, quoi, et que personne n'ait rien vu, rien entendu? Par la suite, les responsables de cet établissement vont à plusieurs fois et à plusieurs reprises être entendus pour préciser un certain nombre de choses sur la fréquentation de leur établissement, sur les gens qui viennent au sein de leur établissement. Et là aussi, il n'y a aucun élément de suspecté, une personne ayant participé à cette soirée, d'être mêlée de près ou de loin à l'assassinat de Grégory Mercier. Les enquêteurs recueillent alors le témoignage d'un homme fréquentant le lieu de rencontre d'Étrembières. Il raconte qu'un an avant le meurtre de Grégory Mercier, il a été menacé par un individu enfermé dans sa voiture, armé d'un fusil. Et il ajoute qu'il était garé le long du chemin où Grégory Mercier a été tué. Le témoin donne une description précise du véhicule dans lequel stationnait l'homme armé. C'était un petit utilitaire jaune ressemblant aux voitures de la Poste. Les policiers se souviennent immédiatement avoir croisé un véhicule semblable le soir du meurtre de Grégory Mercier. Ils avaient alors procédé à un contrôle d'identité du conducteur qui circulait près de la scène de crime et semblait observer les enquêteurs. Le 31 août 2011, soit 4 semaines après le meurtre de Grégory Mercier,
Le suspect est placé en garde à vue. C'est vrai que les enquêteurs ont fait la relation tout de suite en disant cet individu a un comportement extrêmement bizarre, il serait bon quand même de l'entendre, de savoir s'il faisait au moment des faits, quoi. Cet homme de 47 ans est entendu sur sa présence près de la scène de crime, la nuit des faits. Il était insomniaque, donc il sortait souvent la nuit, il quittait le domicile, et c'est vrai qu'il faisait le tour de tous les points de rencontre. L'homme est marié et père de famille. Il dit ne pas être homosexuel et venir régulièrement traîner sur le lieu de rencontre, par simple curiosité. Je décrirais cet individu là qui a été mis en cause comme quelqu'un qui a un grand attrait pour l'homosexualité, qui le pousse à aller voir les homosexuels, mais qui aussi réprime complètement ce désir de voir les homosexuels. Il est complètement dans l'ambivalence. Le suspect nie toute implication dans le meurtre de Grégory Mercier. Son domicile et son véhicule sont perquisitionnés. Aucune arme n'est retrouvée. Aucun élément matériel permettant de l'incriminer n'est découvert. Après 9h30 d'interrogatoire, la garde à vue prend fin. L'homme est mis hors de cause. Les policiers poursuivent leurs investigations. Ils s'étonnent de ne recueillir aucun témoignage, alors que l'enquête a établi que le lieu de rencontre était fréquenté chaque soir par des dizaines de personnes. Évidemment, si vous avez une partie homosexuelle en vous, que vous avez envie d'assouvir, même si vous êtes marié, et que vous ne voulez pas qu'on apprenne ça. Donc vous ne risquez pas de répondre aux appels à témoigner, etc. Ça complique les enquêtes, bien sûr. Visiblement, on a des gens qui ont apparemment assisté ou été témoins de ce qui a pu se passer, et ces gens ne se sont jamais exprimés, quoi. Ils veulent garder ça secret, c'est leur jardin secret, ça se comprend très bien. C'est effectivement la peur d'être identifié, d'être reconnu par quelqu'un, d'autant plus par les services de police, toujours avec cette problématique un peu de culpabilité. Entre l'acte citoyen et la vie privée qu'on doit protéger, les gens choisissent en général la vie privée, leur tranquillité. C'est une évidence, on le voit en permanence. Jean-Marc, les enquêteurs savent maintenant pourquoi Grégory Mercier est venu le soir du crime sur la petite route d'Étrembières. Cet endroit est un lieu de rencontre qu'il avait, semble-t-il, l'habitude de fréquenter. Est-ce que vous pensez, comme Noël Mercier, que Grégory se mettait en danger en s'y rendant ? Bien sûr, tous ces lieux de rencontres éphémères, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, sont des lieux à risque. Des lieux à risque d'abord parce qu'ils sont isolés, à l'écart des habitations et peu surveillés. Ensuite, parce que les gens qui les fréquentent pour avoir des relations sexuelles avec des inconnus peuvent tomber sur des gens mal intentionnés, sur des pervers, voire des détraqués. Et puis enfin, ces lieux favorisent ce qu'on appelle le vol à l'entaulage, c'est-à-dire des voleurs qui profitent de la situation délicate dans laquelle se trouvent les participants pour leur voler leur portefeuille, leurs effets personnels, en sachant très bien qu'aucune plainte ne sera déposée. D'après vous, est-ce que Grégory Mercier aurait pu être la victime d'un crime homophobe ? Bien sûr, ce lieu peut y faire penser, il en a toutes les apparences. Grégory aurait été alors au mauvais endroit, au mauvais moment. Il aurait été choisi au hasard parmi tous les hommes qui se trouvaient là. Mais alors, dans cette hypothèse, il n'y aurait donc aucun lien préexistant entre Grégory Mercier et son tueur. Effectivement, dans les crimes homophobes, ce n'est pas une victime qui est ciblée, c'est un homme qui est pris au hasard. Il est d'abord violemment tabassé, et parfois tabassé jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais là, le mode opératoire utilisé me fait penser que c'est Grégory lui-même, et pas quelqu'un d'autre, qui a été visé. Je pense donc qu'il ne s'agit pas d'un crime homophobe.
Est-ce que vous pensez que Grégory Mercier avait rendez-vous avec son tueur ce soir-là et qu'il est tombé dans un guet-apens? Eh non, pas obligatoirement. Quelqu'un qui en voulait à Grégory Mercier savait qu'il avait toutes les chances de le trouver là, surtout un samedi soir. Jean-Marc, on sait que ce lieu est fréquenté par de nombreuses personnes. Le tueur a donc pris beaucoup de risques en agissant à cet endroit-là. Ouais, mais sa haine, sa volonté de tuer a été plus forte que la crainte d'être identifié, d'être démasqué. Pas forcément d'être désarmé, car on imagine mal quelqu'un à main nue s'en prendre à un homme déterminé et armé. Les hommes de la police judiciaire d'Annecy poursuivent leurs investigations. Ils fouillent alors le passé de Grégory Mercier à la recherche d'un événement qui pourrait expliquer son meurtre. C'est ainsi qu'ils découvrent l'histoire d'une première agression. Les faits ont eu lieu en 1994, lorsque Grégory était encore lycéen. Rentrant après les cours dans sa cité du Perrier, à Annemasse, il a été volé et frappé par un voisin de son âge. C'était un gars qui était connu des services de police d'Annemasse, notamment pour différents vols, mais il était connu aussi pour s'adonner un petit peu aux stupes. Et il avait tendance à abuser un peu d'alcool et des stupes en même temps. C'est pour ça qu'on le connaissait bien, quoi. À cette époque, Noël Mercier est sous-brigadier au commissariat d'Annemasse. J'ai été appelé à intervenir donc, pour un vol. Et là, je me suis aperçu que c'était mon fils qui avait été agressé. Et donc, son agresseur lui avait donné une gifle et lui avait pris son portefeuille. L'ancien policier se souvient très bien de cette affaire. L'individu qui a agressé mon fils a été interpellé, il a été conduit au commissariat, on l'a entendu, il a été libéré 2-3 heures après. Mais peu de temps après, une bien mauvaise surprise attendait Grégory. 2 semaines après les faits, l'agression, on a découvert une lettre anonyme dans notre boîte aux lettres où il était indiqué la vengeance est un plat qui se mange froid, merci. L'agresseur a toujours nié être l'auteur de cette lettre de menace. On a fait une comparaison d'écriture et il n'y a pas eu de suite. Apparemment, c'était pas lui qui avait écrit la phrase en sorte, et donc on n'a pas pu poursuivre plus loin l'enquête parce que ça ne donnait rien. En 1994, le jeune homme qui a agressé et volé Grégory Mercier a été condamné à 4 mois de prison ferme, une peine très sévère. Est-il possible que cet individu ait voulu se venger 17 ans plus tard? Je n'ai pas cru à un seul moment qu'il aurait pu faire du mal à mon fils. Faire du mal pour lui voler son portefeuille, à la limite, oui, c'était dans ses habitudes, hein. Mais de là à tuer quelqu'un, je ne pense pas. Non, c'était pas dans sa manière d'agir habituelle, quoi. Le 30 septembre 2011, soit 2 mois après le meurtre, l'homme est convoqué au commissariat d'Annemasse. Il nie toute implication dans le crime et présente pour le soir du meurtre un alibi irréfutable. Comme tous les samedis, il s'occupait d'un ami lourdement handicapé. Il est totalement mis hors de cause. C'est alors que Noël Mercier prévient les enquêteurs que les tickets restaurants de son fils ont disparu. Mon père a contacté les enquêteurs au sujet des tickets restaurants qui étaient donc dans la sacoche qu'on n'a pas retrouvée. C'est la directrice de là où travaillait mon fils qui nous a communiqué les numéros et on s'est empressé justement de donner au directeur d'enquête. Chaque début de mois, on touchait un ticket restaurant par jour travaillé. Donc comme on travaillait 5 jours par semaine, 5 x 4, ça fait à peu près 20. Tué le 6 août 2011, Grégory Mercier n'a pas eu le temps de tous les dépenser.
Les policiers interrogent la société qui commercialise ces tickets repas pour savoir s'ils ont été utilisés depuis la nuit du meurtre. Le 18 octobre, la Sodexo envoie un message à la police judiciaire en indiquant comme quoi il y avait 6 tickets qui avaient été utilisés dans des commerces proches où travaillait mon fils. Les tickets restaurants ont été utilisés dans les commerces que fréquentait quotidiennement Grégory Mercier. Est-il possible que celui qui les a subtilisés sur la scène de crime soit une connaissance de Grégory? Le fait de savoir que la personne qui l'a assassiné a pu manger là avec ses tickets restaurants, c'est juste assez effroyable. Dans le sens où on se dit mais c'est peut-être quelqu'un qui venait à la boutique souvent et qu'on connaissait. Et ça, ça fait quand même froid dans le dos, je trouve. Ces 6 tickets repas ont été consommés entre le 23 septembre et le 3 octobre 2011, soit près de 2 mois après le meurtre. Les policiers ne sont pas parvenus à identifier la personne qui les a dépensés. Ils n'avaient même pas daigné aller sur place pour avertir les commerçants du centre-ville qu'ils étaient susceptibles de recevoir des tickets qui avaient été volés, quoi. Et donc ça aurait pu peut-être permettre d'identifier peut-être l'auteur du vol de la sacoche ou l'auteur de l'assassinat. Négard, on voit bien que Noël Mercier, policier à la retraite, est très investi dans l'enquête sur le meurtre de son fils. Il n'hésite pas à téléphoner aux policiers pour les lancer sur telle ou telle piste et ne se prive pas de critiquer leur travail. Qu'est-ce que vous pensez de son attitude ? En principe, l'instruction, notamment pour que les enquêteurs puissent travailler en toute sérénité, est secrète. Et les parties ne peuvent accéder au dossier que par l'intermédiaire de leur avocat. Dans notre affaire, on a un mélange des genres assez particulier, puisque le père de Grégory Mercier, qui s'est constitué partie civile, continue pourtant à appeler les enquêteurs pour participer d'une certaine manière directement à l'enquête, plutôt que de passer par l'intermédiaire de son avocat. Alors on peut expliquer cette attitude par le fait que le père de Grégory Mercier est un ancien policier qui connaît le fonctionnement des enquêtes. On peut aussi l'expliquer par sa grande détresse, mais dans la pureté des principes, c'est quelque chose qui ne se fait pas. On vient d'évoquer l'agression dont Grégory Mercier a été victime en 1994, agression durant laquelle il avait été giflé, s'était fait voler son portefeuille. L'auteur, à l'époque, avait été condamné à 4 mois de prison ferme. Qu'est-ce que vous pensez de l'extrême sévérité de cette peine ? D'une manière générale, ce qui peut expliquer la sévérité d'une peine, en dehors de la gravité de l'infraction elle-même ou des circonstances dans lesquelles elle a été commise, c'est ce qu'on appelle la personnalité de l'auteur. On va s'interroger sur l'auteur, sur son parcours, son histoire. A-t-il commis un acte isolé ou bien a-t-il déjà eu affaire à la justice, auquel cas les magistrats seront évidemment plus sévères avec lui. Et dans notre affaire, justement, l'agresseur de Grégory Mercier n'était visiblement pas inconnu de la justice, puisqu'il avait déjà eu affaire à elle pour des faits de vol et de trafic de stupéfiants. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les magistrats ont prononcé à son encontre une peine relativement sévère. Les policiers vont continuer de chercher dans la vie de la victime ce qui pourrait expliquer le crime. La piste personnelle est donc toujours au cœur de l'enquête, et plus précisément les relations amoureuses de Grégory Mercier. On ouvre un certain nombre de portes qui ont trait à la victime, à sa personnalité et à son entourage. Donc concernant Grégory Mercier, il y a son homosexualité qui peut être une raison avec une mauvaise rencontre, une mauvaise relation. Dans l'immense majorité des cas, dans les crimes, les auteurs se connaissent. L'auteur et la victime se connaissent. Alors, est-ce une vengeance? Est-ce un problème relationnel entre le tueur et sa victime? Et c'est grâce à un témoignage spontané d'un représentant en papeterie, venant souvent sur le lieu de travail de la victime, que les policiers vont avoir connaissance d'une information importante. Mon fils avait subi des menaces par une personne qui est venue à plusieurs reprises
sur le lieu même où il travaillait. Il en avait fait part à un homme ses représentants qui venait le voir régulièrement, avec qui il avait sympathisé. Grégory Mercier avait confié aux représentants que l'auteur des menaces était un de ses ex. Ce monsieur lui avait dit de ne pas laisser l'affaire en état, qu'il fallait qu'il dépose plainte, absolument. Voilà. Et il n'a apparemment pas déposé plainte, malheureusement. Grégory n'a jamais parlé de ces menaces à ses collègues. Alors moi, j'ai pas du tout entendu parler de ces menaces. Il ne s'est pas confié à moi. Je crois que c'est son papa qui me l'a appris. Moi, j'étais vraiment pas au courant et j'avoue que j'ai été très, très, très surprise parce qu'elle est vraiment plus adorable que lui et plus inoffensive que lui. Il n'y a pas, donc c'est assez perturbant. En revanche, le jeune homme s'était confié à un de ses amis qui préfère aujourd'hui témoigner anonymement. Il n'a jamais voulu me dire non. Je lui ai dit, mais c'est qui? Il m'a dit non, mais il le harcelait au téléphone et même sur son lieu de travail. Grâce à l'exploitation de la téléphonie de Grégory, cet homme est finalement identifié par les enquêteurs. Les investigations établissent qu'il a eu une courte relation amoureuse avec la victime. C'est Grégory, le trouvant trop possessif, qui avait décidé de mettre fin à leur histoire, refusant catégoriquement de revoir cet ancien amant. Autant petit, il se laissait faire, marchait sur les pieds, voilà. Autant en devenant adulte, il se laissait moins faire, il avait pris un peu plus d'assurance et de caractère. Cet homme a-t-il tué Grégory pour se venger de cette rupture? Ce monsieur éconduit ne supportait pas justement l'indifférence de Grégory, qui avait dit que c'était fini, c'est terminé. Donc cette situation lui a été insupportable. Entendu par les policiers d'Annecy le 18 décembre 2011, soit 4 mois et demi après le meurtre, l'homme présente immédiatement un alibi irréfutable. Il se trouvait à l'hôpital, aux urgences, et donc les enquêteurs ont conclu qu'il n'avait rien à voir avec l'assassinat. Les enquêteurs continuent de fouiller la piste passionnelle. Ils savent depuis le début de l'affaire que Grégory était séropositif. Et si cela avait un lien avec le meurtre? Les enquêteurs poursuivent leur travail et ils vont se pencher sur la possibilité que ce soit un ancien compagnon ou un ancien amant qui aurait voulu se venger en apprenant que Grégory Mercier était séropositif. Bien entendu, imaginez si vous avez eu un rapport sexuel sans protection, que vous ne saviez pas que votre partenaire était séropositif, que vous vous retrouvez séropositif, il y a de quoi être vraiment, vraiment, vraiment en colère. Et ça peut être, on peut vouloir se venger de la personne qui vous a contaminé. C'est une parfaite possibilité. Le VIH a un impact notamment d'un point de vue sociétal. Certains ont des difficultés par rapport à leur entourage familial, par rapport à leur entourage sociétal, professionnel notamment. Donc ça a notamment des conséquences. Mais ces conséquences peuvent-elles vraiment pousser à commettre un meurtre? Ça peut aller jusqu'à l'acte effectivement criminel, puisque à partir du moment où une personne estime qu'elle n'a plus rien à perdre parce que sa vie est en danger, elle peut tout à fait commettre l'irréparable. La famille de Grégory Mercier confie alors aux policiers une information très intéressante. 3 ans avant son meurtre, le jeune homme a vécu une grande histoire d'amour qui s'est douloureusement arrêtée du jour au lendemain. Il y a eu une rupture en fait parce que ils ont découvert que Grégory était séropositif. Donc son compagnon ne l'a pas accepté. Donc ils se sont séparés, il a dû revenir habiter chez ma mère. Le gars lui a dit bah écoute, je peux pas continuer comme ça, j'ai trop peur, voilà, on arrête là. Delphine Mercier avoue aujourd'hui qu'elle n'aimait pas le compagnon de son frère. Oui, on l'appréciait pas plus que ça.
Voilà, après, on respectait le fait que Grégory était avec lui, parce que c'était son compagnon, voilà. Mais la personne en elle-même, on l'appréciait pas plus que ça. Les policiers convoquent l'ex-compagnon de Grégory Mercier. Ce dernier certifie ne pas avoir été au courant du meurtre. Aucun élément ne permet de l'incriminer. Cet homme est donc mis hors de cause. Mais la piste d'une vengeance pour une contamination au VIH n'est pas définitivement abandonnée. Mais ça reste une hypothèse sur laquelle il faut travailler. Il ne faut pas fermer cette porte-là. Pendant des mois, l'enquête piétine et la famille de Grégory Mercier s'impatiente. Le 16 septembre 2012, soit près d'un an après le meurtre, les proches de Grégory Mercier organisent une marche blanche à Annemasse. Une association en mémoire de la victime est créée et un appel à témoins est lancé pour recueillir des informations sur le meurtre. Ce collectif, donc, cette association et des gens qui étaient très proches de cette association ont promis une récompense à l'époque de 10 000 € pour toute personne pouvant amener des éléments qui permettraient de résoudre cette enquête et d'amener à l'arrestation des personnes qui ont commis ou des personnes qui ont commis cet assassinat. 2 jours après la marche blanche, le père de la victime reçoit un message sur la page Facebook dédiée à la mémoire de son fils. Un homme rapporte avoir assisté quelques jours avant le meurtre à une scène troublante sur le lieu où Grégory a été tué. Il se souvient très bien d'avoir vu un jeune homme poursuivi par 2 agresseurs. Il n'était pas sûr que ce soit mon fils, mais une personne qui fréquentait les lieux, le jeudi soir, avant l'assassinat, avait été poursuivie par 2 gars qui étaient habillés comme des militaires et qu'il avait essayé de l'attraper, mais que l'individu poursuivi avait eu le temps de leur échapper et de prendre sa voiture. Le témoin est interrogé par les enquêteurs. Il a bien certifié que c'était bien mon fils qui était visé. Moi, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, je vois pas comment Grégory, qui est justement pas quelqu'un qui va affronter le danger, se faire poursuivre par deux hommes assez costauds et retourner 2 jours après sur le même endroit. Mais lui est persuadé que c'était lui. Et il m'a dit, oui, c'est lui. C'est lui qui était visé par l'agression. Qui étaient ces 2 hommes venus agresser Grégory Mercier? Tout de suite, je me suis dit, c'est quelqu'un qui lui en veut. Donc, c'est une personne qui a décidé de lui faire payer quelque chose. Donc, il a envoyé 2 gars pour lui donner une bonne correction. Les 2 agresseurs n'ont jamais été identifiés. Les policiers ont suivi plusieurs pistes sans parvenir à confondre l'auteur des faits. Les mois passent, les investigations se poursuivent sans qu'aucune hypothèse ne puisse être privilégiée. C'est alors que près d'1 an et demi après le meurtre de Grégory Mercier, un rebondissement inattendu va relancer l'enquête. Le 24 décembre 2012, le procureur de la République d'Annecy reçoit une lettre envoyée par un détenu. On a eu une dénonciation qui a pour origine un établissement pénitentiaire et qui est apparue très rapidement une dénonciation très sérieuse parce qu'elle était très étayée en donnant un certain nombre de détails qui n'étaient pas forcément des détails qui avaient été repris dans la presse. L'auteur de cette lettre affirme que l'un de ses co-détenus est le tueur de Grégory Mercier. Il raconte l'avoir entendu utiliser un téléphone dans sa cellule pour demander un service à une amie. Il demandait d'aller planquer l'arme et puis le véhicule qu'il avait utilisé le jour des faits. Le délateur se souvient que son co-détenu a précisé que son véhicule était une Ford Courrier de couleur blanche. On s'est dit qu'effectivement, celui qui dénonçait devait avoir eu d'une manière ou d'une autre une connaissance assez précise de ce qui s'était passé.
Les policiers enquêtent sur l'individu incriminé par la dénonciation. Ils apprennent que cet homme est un multirécidiviste violent qui enchaîne les peines de prison après des cambriolages et des braquages. Son casier judiciaire porte la trace de 14 condamnations. Et les policiers vont découvrir que cet homme était libre au moment du meurtre de Grégory Mercier. Ils décident alors, le 28 janvier 2014, de le placer en garde à vue. L'homme est extrait de sa cellule et conduit au commissariat d'Annecy. C'est quelqu'un qui immédiatement va pouvoir dire dans ses premiers interrogatoires qu'il connaît la victime. Le suspect explique avoir rencontré Grégory Mercier dans un bar d'Annemasse. Ils auraient bu plusieurs fois des verres ensemble. Il dit toujours qu'il n'a rien à voir avec l'assassinat de mon fils, quoi. Mais qu'il connaissait bien mon fils, qu'il l'avait vu à plusieurs reprises. Il ne savait pas si c'était un frère ou un père qui était policier, mais il savait qu'il avait un membre de sa famille qui était policier. Il apparaît que le suspect a longtemps vécu à Annemasse, chez sa petite amie. Son profil de multirécidiviste intéresse tout particulièrement les enquêteurs. D'autant plus qu'il a déjà été condamné en 2009 pour détention illégale d'armes. Il aimait bien les armes, il aimait bien... Apparemment, c'était son hobby, quoi, quelque part. Hein. Le suspect reconnaît avoir possédé à l'époque du meurtre de Grégory Mercier un véhicule blanc de marque Ford. Mais il nie fermement toute implication dans le meurtre et ne s'explique cette lettre qui le dénonce. Sa garde à vue prend fin après 5h40 d'interrogatoire. L'homme est alors reconduit en détention. 2 mois plus tard, les enquêteurs décident de placer en garde à vue son ex-compagne, celle à qui l'homme aurait demandé de se débarrasser de l'arme du crime. Elle affirme de manière très claire qu'elle n'a jamais été contactée par cet individu pour lui rendre un quelconque service. Ça fait bien longtemps qu'elle n'a plus de relation avec lui, que ce soit physique ou même téléphonique. Et en tout cas, elle n'aurait, selon ses propres dires, jamais accepté d'intervenir d'une manière directe ou indirecte dans la dissimulation d'éléments dans ce dossier. La jeune femme avoue tout de même aux enquêteurs avoir eu connaissance des activités illégales de son amant. Ce monsieur était effectivement un délinquant. Je crois qu'il ne s'en était pas caché puisqu'elle savait qu'il faisait des séjours réguliers en prison. Pour autant, lorsqu'il sortait de prison, il revenait souvent vers elle et il dépensait un certain nombre d'argent dont elle se doutait bien qu'il provenait probablement des vols qu'il disait commettre et elle ne demandait pas à en savoir davantage. La jeune femme répond aux questions des policiers. Effectivement, elle va pouvoir donner un certain nombre d'indications, notamment sur le train de vie de ce monsieur, sur les véhicules qu'il utilise, sur le fait que celui-ci, à un moment donné, détenait une arme dans son véhicule, qu'elle avait vue, dont elle ne s'était pas particulièrement inquiétée. Voilà, tous ces éléments d'information qu'elle va loyalement, je pense, essayer d'apporter aux enquêteurs. Aucune charge n'est retenue contre cette jeune femme. Elle a finalement, je crois, compris que les fréquentations pouvaient être importantes. Quand même vous ne commettez pas vous-même des actes, eh bien, il faut faire attention aux gens que vous fréquentez. Et je crois qu'elle en a pris pleine conscience avec ses auditions. Les policiers poursuivent leurs investigations et découvrent que le suspect connaît très bien les lieux du crime. C'est quelqu'un qui a déjà été plusieurs fois condamné, qui dit qu'il connaît les lieux parce qu'il les utilise dans le cadre de ses activités délictuelles. Donc ça, ce sont des éléments intéressants. C'est effectivement sur le chemin des Trembières que l'homme cachait ses objets volés et procédait au partage avec ses complices. Est-il possible que cet individu ait tué Grégory Mercier, témoin malgré lui d'un trafic illégal? En novembre 2015, le suspect est mis en examen pour l'assassinat de Grégory Mercier. Face au juge d'instruction, il se défend de toute implication dans le meurtre.
Et il a notamment donné des éléments laissant penser qu'il pouvait disposer de ce qu'on appelle communément un alibi, en indiquant qu'il avait réservé pour 2 nuitées minimum une chambre d'hôtel dans la région nord-est de la France. Les vérifications des enquêteurs recoupent les déclarations du suspect. Mais l'alibi ne semble pas pour autant irréfutable. C'est peut-être un peu facile de dire « j'ai réservé 2 nuitées d'hôtel » à partir du moment où, pour le moment, on ne prouve pas, par des témoignages suffisamment circonstanciés, par de la vidéosurveillance, par exemple, par d'autres éléments qui viendraient corroborer qu'effectivement, au moment du crime, la personne se trouvait bien dans la chambre qu'il a réservée. Voilà, c'est une chambre qui est réservée. Est-ce que la personne s'y trouvait effectivement ? Les policiers découvrent alors un nouvel indice. Le jour du meurtre, un retrait de 2 € a été effectué sur le compte du suspect dans une agence de la Poste située à Kédange-sur-Caner, en Moselle. Mais l'établissement est incapable de fournir aux enquêteurs l'heure de ce retrait effectué au guichet. Dommage, car avec cette information, les policiers auraient pu déterminer avec certitude si le suspect avait eu ou non le temps de se rendre sur la scène de crime, située à plus de 550 km de la Moselle. Tout ça, c'est des investigations qui doivent se poursuivre. Et donc, nous avons dans ce dossier une personne qui a été mise en examen, qui certes a été remise en liberté après une courte période de détention provisoire, mais à l'encontre de laquelle, pour le moment, les investigations doivent se poursuivre selon les possibilités qui nous sont offertes. Négard, la lettre de dénonciation est parvenue au procureur de la République le 24 décembre 2012. Le détenu qui est incriminé par ce courrier a été placé en garde à vue 13 mois plus tard. Pourquoi, selon vous, a-t-il fallu attendre plus d'1 an avant que cet homme soit entendu ? On peut difficilement répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'une instruction judiciaire, c'est très long et que le tempo, c'est en général le juge d'instruction qui l'exerce, dans une certaine mesure évidemment, puisqu'il y a certaines investigations qui peuvent être traitées en même temps, alors que d'autres, pour être enclenchées, exigent que l'on connaisse les résultats des investigations précédentes. Dans notre affaire, ça n'est évidemment pas parce que la personne dénoncée dans la lettre a été interrogée 1 an après la réception de la lettre qu'il n'y a pas eu d'investigation entre-temps. Il y en a forcément eu, simplement on n'en a pas eu connaissance. Et c'est sans doute grâce à ces investigations et vérifications que les enquêteurs ont été encouragés à finalement interroger la personne dénoncée. Pour être placé en garde à vue, l'homme a été extrait de sa cellule et conduit au commissariat d'Annecy. Pourquoi n'a-t-il pas été interrogé directement sur les lieux de sa détention ? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'idée même de la garde à vue, qui est une procédure en soi, c'est que le suspect soit pendant 48 heures gardé à la vue des enquêteurs, c'est-à-dire chez eux, dans leur commissariat, afin d'y être interrogé à plusieurs reprises selon les nécessités de l'enquête. Ensuite, les droits de la personne gardée à vue, consistant notamment à être examinée par un médecin et assistée par un avocat, seraient beaucoup plus difficilement exercés si ces 2 derniers devaient, par exemple, se rendre en pleine nuit dans une maison d'arrêt. Et enfin, pour des questions de confidentialité, il faut préserver le caractère secret de l'enquête et on pourrait beaucoup plus difficilement le faire si les auditions de garde à vue avaient lieu sur un lieu de détention parmi les codétenus. Alors toutes ces raisons dans notre affaire justifient sans doute que ce soit le suspect que l'on ait déplacé au commissariat d'Annecy et que ce ne soient pas les enquêteurs qui se soient rendus sur son lieu de détention. Aujourd'hui, cet individu est toujours mis en examen. Cela fait plus de 4 ans que cet homme attend de savoir s'il sera ou non renvoyé devant une cour d'assises. L'instruction à charge et à décharge se poursuit. Depuis le 17 mars 2014, une autre piste est au cœur des investigations. On a reçu un message d'un individu qui disait comme quoi ce qui est arrivé, c'était par rapport à mon comportement, en gros, que j'avais bien mérité, quoi. Voici le message reçu sur le site, ouvert en mémoire de Grégory Mercier. Si Grégory est mort,
C'est par ta faute, à force de baver dans les bistrots les affaires en cours et de raconter des conneries pour faire du mal et mettre des gens dans la merde. C'est toi qui aurais dû y passer, connard. Les enquêteurs se demandent alors si Grégory Mercier n'a pas été tué par quelqu'un qui aurait voulu se venger de son père, ancien policier. Je me suis dit, c'est peut-être lié à moi aussi, en définitive. Je suis policier. Est-ce que dans le passé, j'ai pas eu une altercation plus violente qu'une autre et que la personne, à l'époque, m'a peut-être menacé, m'a peut-être dit tu vas voir, un jour tu te paieras, j'en peux m'en prendre à ta famille. J'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit peut-être que ça peut venir de là. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une réprimande sur les enfants de mon oncle qui a été policier pendant longtemps sur Annemasse. Oui, il était connu. Hein. Même moi, en tant que nièce, on savait que j'étais la nièce de. Donc, peut-être, oui, peut-être pour une vengeance ou... Tout est imaginable. Tout est possible. L'autorité que nous représentons, nous, policiers, elle est souvent entachée. Souvent, on n'a pas peur du policier. On n'a pas peur de lui dire de toute façon, on sait où tu habites et on va égorger tes enfants. Il n'est pas rare que les policiers subissent des menaces. Nous avons eu des collègues qui ont été menacés et qui ont été contraints notamment parfois de déménager, de quitter leur domicile parce que les menaces devenaient de plus en plus prégnantes, de plus en plus confirmées. Il n'était pas question pour eux et pour leur famille de les exposer. En identifiant l'adresse IP de l'ordinateur qui a expédié le message électronique adressé à Noël Mercier, les enquêteurs parviennent à remonter jusqu'à 2 suspects. 2 hommes qui vivent à Lorient. Et il se trouve que c'est justement à Lorient que Noël Mercier a terminé sa carrière de policier, avant de partir en retraite. Ces 2 personnes donc, qui ont été identifiées, ont été entendues, mais ils n'avaient rien à voir avec le crime. C'est des gens qui ont fait ça par rapport à justement l'opinion qu'ils avaient de la police de Lorient. Alors, est-il réellement possible que Grégory Mercier ait été tué par quelqu'un qui voulait se venger de son père? J'ai pensé à plein d'autres personnes, des gens qui se faisaient interpeller, envoyer des menaces vis-à-vis de nous, hein, menaces de mort, souvent on en prendra à ton fils, à ta famille et tout. Donc j'essaie de me remémorer par rapport aux documents qui me restaient, les individus avec lesquels j'avais eu le plus de problèmes sur Annemasse. Et oui, il y a eu 2-3 noms qui me sont revenus, des gens qui auraient été capables de faire ce genre de choses. Rien ne permet aujourd'hui de dire que cette piste est la bonne. On n'a pas eu d'éléments, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'affaires marquantes, significatives, qui permettraient d'accréditer effectivement la thèse de représailles ou de vengeance. C'est quelque chose auquel on se doit de penser, mais on n'a pas d'éléments. Jean-Marc, est-ce que vous pensez que cette dernière piste est crédible? Non, même s'il est vrai que certains policiers de terrain sont aujourd'hui victimes de menaces et craignent pour la sécurité de leur famille, ces menaces ne sont heureusement quasiment jamais suivies des faits. Je peux vous dire, Arnaud, qu'en près de 40 ans de service, ni les quelques 2000 collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé, ni moi-même, n'avons jamais été victimes de représailles ou de vengeance. Aujourd'hui, la piste privilégiée dans cette affaire est celle du multirécidiviste dénoncé par son codétenu. Cet homme qui a été mis en examen connaissait Grégory Mercier et fréquentait régulièrement le lieu du crime pour y pratiquer ses activités illégales. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de ce suspect? Bien sûr, il faut toujours se méfier des dénonciations faites en prison. Bien souvent, le délateur n'a d'autre but que d'obtenir certaines faveurs de la justice. Mais là, dans notre affaire, il y a quand même un certain nombre de choses à prendre au sérieux. Comme vous l'avez dit, Arnaud, ce suspect, ce mis en examen, connaissait Grégory Mercier. Il fréquentait le lieu où a été commis le crime. Et en plus, il est décrit comme quelqu'un de violent, qui aime les armes
Et pour couronner le tout, il était libre au moment des faits et son alibi me paraît plus que fragile. Il me paraît même construit de toutes pièces pour la circonstance. Je m'explique mal le retrait de cette petite somme de 2 € et cette réservation faite dans un hôtel où personne ne se souvient de l'avoir vu. Mais pourquoi, selon vous, cet homme aurait-il tué Grégory Mercier ? Il est tout à fait possible que Grégory Mercier ait été le témoin involontaire des activités illicites de cet individu. Ce suspect aurait alors eu peur d'être reconnu, identifié et peut-être même dénoncé, sachant que Grégory Mercier avait un membre de sa famille qui travaillait dans la police. Mais Arnaud, je tiens à préciser que cet homme bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Jean-Marc, on sait que le soir du meurtre de Grégory Mercier, il y avait au moins une dizaine d'hommes présents sur le lieu de rencontre. Un seul d'entre eux s'est pourtant manifesté, hélas de façon anonyme. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui espérer recueillir de nouveaux témoignages ? Oui, et probablement plus facilement aujourd'hui qu'à l'époque. Au moment des faits, il est certain qu'aucun des hommes sur place n'a eu une folle envie de témoigner de peur que son activité sexuelle à cet endroit ne soit révélée, ne soit rendue publique. Mais Arnaud, dans certaines affaires, il n'y a aucun témoin, donc aucune chance d'obtenir un jour ou l'autre des informations. Là, on le sait, il y a des témoins, peut-être une dizaine. Et ça, c'est une chance pour l'enquête. Car je pense qu'avec le temps, avoir été témoin d'un crime aussi violent et d'en garder le secret peut devenir pesant, même très pesant, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on y a assisté. Non seulement c'est terrible, mais je peux vous dire que toutes les nuits, c'est des cauchemars. Pour moi, je revois l'assassinat, je revois comment ça s'est passé. Mon frère, il voulait vivre. Il n'a pas profité, il est mort à 34 ans. Et nous, on voudrait que l'assassin soit arrêté, qu'il soit puni pour ce qu'il a fait, parce qu'un crime, ça mérite d'être puni. Je pense très, très, très souvent à lui. Moi, je l'oublie pas et je pense tellement aussi à la douleur de sa famille. Je ferai ce qu'il faut pour être présente à leur côté parce que ça me tient vraiment à cœur qu'enfin on puisse arrêter son assassin. Moi, je ne peux que comprendre dans un dossier judiciaire qui n'aboutit pas l'insatisfaction, peut-être la colère aussi, le désarroi, la tristesse des familles. Aujourd'hui, l'instruction sur le meurtre de Grégory Mercier se poursuit. Est-ce que c'est un crime homophobe? Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est une déception amoureuse? Le dossier n'est pas clôturé, mais est-ce que si on pouvait enfin prendre le taureau par les cornes, et puis se bouger en fait, agir. C'est ce que tout le monde attend, en tout cas dans l'entourage proche de Greg, quoi. Tous ceux qui ont connu Grégory Mercier se souviennent d'un jeune homme d'une grande gentillesse, d'un jeune homme dont l'ambition principale était d'être heureux et de vivre en harmonie avec sa famille et ses amis. Colère, souffrance et incompréhension sont depuis son meurtre des sentiments qui animent ses proches. Leur impatience à voir éclater la vérité n'a d'égal que l'amour qu'il portait à Grégory.